Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. Ça fait un peu beaucoup quand même, vous vous y retrouvez? Oui, très bien. Je ne dirais pas que c'est léger comme activité. Évidemment que c'est une responsabilité lourde, mais que je suis très heureuse d'exercer. Honnêtement, j'en suis très heureuse parce que, pour le coup, je crois que ça me donne les leviers utiles pour pouvoir faire avancer chacun de ces sujets rapidement. Sauf que c'est des sujets qui, a priori, allaient pas forcément ensemble et vos prédécesseurs sont pas tendres. Jean-François Lamour, il dit c'est la voiture balai. Marie-Georges Buffet, elle dit ce grand ministère va affaiblir toutes ses missions. En fait, c'est un peu le ministère fourre-tout. Vous avez récupéré tout ce qui reste? Que les observateurs ne soient pas habitués à ce nouveau périmètre, par définition, il est inédit. Donc voilà, qu'ils soient interrogatifs, c'est une chose, mais moi, je peux vous dire, pour déjà avoir ouvert la plupart des chantiers, que bien au contraire, ça va me permettre de renforcer chacun des sujets. Parce que en réalité, c'est quoi la cohérence? Quel est la le cohérence, sens? elle est simple, c'est on poursuit un objectif, l'égalité républicaine, l'égalité entre les femmes et les hommes. Ma casquette droit des femmes, l'égalité entre les générations, ma casquette jeunesse, l'égalité entre les territoires, ma casquette politique de la ville, et y compris l'égalité d'ailleurs dans la pratique sportive, ma casquette sport, puisque finalement l'un des enjeux aujourd'hui pour le sport, c'est bien de faire en sorte que le maximum de Français puissent y accéder tout simplement. C'est aussi la compétition quand même plutôt que l'égalité, non? Bien sûr, mais la raison pour laquelle c'est si important que le maximum de Français puissent faire du sport, c'est précisément parce que ça apporte à ceux qui en font, ça apporte en esprit de compétition, en dépassement personnel, en santé même, puisque ça a des effets très bénéfiques. Et donc, du coup, c'est quand même dommage que près de 40% des Français en soient encore aujourd'hui de fait exclus. Donc, vous voyez que l'égalité, c'est un peu le maître mot. C'est ça le fil conducteur de votre ministère, quoi. C'est le fil conducteur, mais derrière, ensuite, évidemment, c'est une série de politiques très diverses à mettre en œuvre. On va rentrer dans les détails, d'ailleurs, de vos différents dossiers. Pour finir sur ce sujet, j'ai un peu l'impression d'avoir une espèce d'unité de commandement qui va permettre de gagner du temps pour chacun de ces sujets, parce que finalement, il y aura pas besoin de faire de l'interministériel pour faire avancer rapidement. En fait, vous faites à vous seul l'interministériel, quoi. Ben oui, sur un certain nombre de sujets qui clairement se rejoignent, voire se confondent. Je vous donne un exemple, puisqu'on parle de sport, la façon dont aujourd'hui, dans les zones urbaines sensibles, on est sous-équipé en équipement sportif. Donc là, c'est ville et sport. Voilà, c'est ville et sport. La façon dont le chômage des jeunes, c'est notamment le problème des quartiers, eh bien, on va faire jeunesse et ville. Vous voyez, les exemples sont légion qui montrent l'efficacité et l'utilité de ce périmètre. Hier, vous étiez avec François Hollande à Carmaux. C'est une terre de gauche, c'est une terre de Jaurès et il a été hué. Il n'arrive plus à parler aux Français. Alors d'abord, merci de préciser que j'y étais à Carmaux, ce qui me permet quand même de vous raconter les choses telles qu'elles se sont passées. Moi, j'ai été très étonnée parce que d'abord, le président de la République a voulu aller au contact lui-même des habitants. Oui, quand il a vu, rappelons cette histoire, bien passé. Quand il a vu qu'il était effectivement hué, contesté, il est sorti de sa voiture pour aller au-devant des Français. Apolline de Malherbe, mais je sais que c'est ce qu'on a vu dans les images, mais ça n'est pas ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Ce qui s'est passé, c'est que, en effet, nous étions censés nous rendre en voiture jusqu'à la place principale de la ville où il devait déposer une gerbe. Le président a fait le choix, croisant des passants sur son chemin, d'arrêter le cortège pour descendre spontanément à leur rencontre, et il n'y avait pas de sifflet ou de huée à ce moment-là. Il est allé en saluer, qui était évidemment très heureux que le président s'arrête, et au moment où il s'apprêtait à remonter dans sa voiture, se sont fait entendre des sifflets, en effet venant d'un autre groupe, sans doute frustré de n'avoir pas été salué, et à ce moment-là, on le voit redescendre de voiture pour aller les saluer à leur tour. Voilà comment les choses se passent. Façon de dire que parfois, on fait dire des choses aux images qui ne sont pas tout à fait la réalité. Mais le contact était ça rugueux. N'est pas grave. C'est vrai que dans les rencontres, il y a eu, et je les ai vus de près, des Françaises et des Français qui, pour certains, lui ont dit, Monsieur le Président, dans les efforts d'économie que vous êtes en train de faire en ce moment, même si on en comprend la nécessité, faites attention au pouvoir d'achat des petits retraités. C'est ce que j'ai entendu. D'ailleurs, ils se reconnaîtront ce matin. Et nous comptons bien faire attention au pouvoir d'achat des petits retraités, faire en sorte... C'est quoi les petits retraités, Najat Vallaud-Belkacem? C'est ceux qui, aujourd'hui, sans être dans les minima sociaux, puisque vous savez que les minima sociaux, Manuel Valls a indiqué que nous allions les préserver, les sanctuariser, qu'ils ne seraient pas concernés par le gel des prestations sociales, touchent malgré tout des petites retraites de 900 € par exemple. 900 €, c'est une petite retraite? Oui. Et 950, c'est plus une petite retraite? Oui, 900, 950, peu importe, je ne suis pas là pour... Elle est où la barre? Vous imaginez bien que c'est pas ce matin que je vais vous mettre la barre. Ce que je peux vous dire, c'est que clairement, il y a des
ménages modestes et même des classes moyennes auxquels il faut que nous veillions pour lesquels il faut que nous veillions à ne pas alourdir de façon considérable les charges et au pouvoir d'achat. Mais vous dites ça maintenant et on a l'impression, et justement eux ont l'impression que ça fait 2 ans au contraire qu'ils sont la cible, justement, qu'ils sont matraqués. Vous vous réveillez pas un peu tard? Non. D'abord, plusieurs choses. Ça fait 2 ans qu'ils sont matraqués. Tout le gouvernement est d'accord pour reconnaître que depuis 4 ans, on va dire, les impôts sur les Français ont augmenté. 4 ans, c'est-à-dire en gros sous l'ancienne majorité et au début de la nôtre de majorité, pour une raison simple, c'est que nous n'avions pas d'autre choix pour redresser les comptes que nous avons trouvés dans le pays. Je vous rappelle quand même que c'était 600 milliards de dettes en plus, etc. On ne va pas refaire le laïus. Maintenant, le président de la République l'a dit, il faut mettre le frein sur les impôts, sur la fiscalité. Là-dessus, vous regrettez, vous avez quand même un regret quand vous entendez ces Français qui se plaignent. Vous avez ce regret de vous dire, on a pendant 2 ans... Dans le plan d'économie de 50 milliards, on ne l'a pas suffisamment commenté, mais il est par exemple prévu d'alléger les cotisations salariales sur le SMIC, c'est-à-dire qu'en gros, ça va faire davantage de rentrée d'argent pour les salariés au SMIC. Voilà un geste sur le pouvoir d'achat. Il est prévu que nous ayons progressivement une baisse des impôts pour les entreprises comme pour les ménages. Donc, nous sommes sur la voie de l'allègement fiscal pour les entreprises. Mais de l'allègement fiscal, après, effectivement, ne pas l'avoir allégé, au contraire. Est-ce que vous avez quand même un regret en vous disant, bah oui, malgré tout, ça c'était une erreur. Pendant 2 ans, on n'aurait pas dû continuer à augmenter les impôts? Non, je ne peux pas raisonner comme cela parce que ce serait oublier ce qui nous a conduit à prendre les décisions que nous avons prises en arrivant. Il y a peut-être une chose qu'on peut déplorer, mais je ne suis ni la première ni la dernière à le dire, c'est de n'avoir pas suffisamment communiqué sur l'état dans lequel nous avons trouvé ce pays et donc sur les obligations que cela nous imposait. Mais oui, il a fallu faire des efforts. Oui, ces efforts ont été partagés et collectifs et en même temps, ils ont été conçus dans l'équité parce que je vous rappelle quand même, on l'oublie maintenant, mais enfin, les premières décisions que l'on a prises, c'était pour mettre fin au bouclier fiscal de façon définitive, c'était pour augmenter l'impôt sur la fortune, c'était pour faire contribuer les plus grandes entreprises. Donc il y a eu de l'équité. Tout le monde a sans doute dû mettre, d'une certaine façon, se mettre à contribution de cet effort collectif, mais ça a été fait justement. Et donc aujourd'hui, nous avons conscience qu'il faut passer à une autre étape, et cette autre étape, c'est celle où c'est les pouvoirs publics eux-mêmes qui font des économies, 18 milliards pour l'État, 11 milliards pour les collectivités locales, et les Français dont on allège la charge. Vous disiez que hier, notamment, une des critiques qui était faite, et vous l'entendiez, puisque vous étiez aux côtés de François Hollande, c'était justement sur les petites retraites, sur les petits salaires. Est-ce que là-dessus, le plan tel qu'il a été présenté il y a une semaine allait trop loin, il faut l'assouplir? Le plan tel qu'il a été présenté il y a une semaine, d'abord, il fixe un cap. Il fixe un mais cadre. Mais dans les détails, quand même, aussi. Oui, c'est pas juste un cap, quoi. Je veux dire, il y avait le mode d'emploi. Bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est que le cadre n'est pas remis en cause. On va bel et bien dans cette trajectoire de réduction du déficit. 50 milliards d'euros d'économie. 2015, moins de 3%, 50 milliards d'euros d'économie, avec les grandes masses telles que nous les avons indiquées, l'État, les collectivités locales, l'assurance maladie, prestations sociales. Donc ce cadre-là, nous le fixons et nous le conservons comme cap. Que au sein de ce cadre, certaines modalités puissent être aménagées dans la discussion avec les parlementaires. Je trouve que, honnêtement, je trouve même que c'est bienvenu, c'est une bonne chose, parce que c'est aussi ça, la mission des parlementaires, c'est de travailler. Il a d'abord montré son plan et ensuite éventuellement discuter. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire l'inverse? Mais Manuel Valls, il a été désigné Premier ministre d'un nouveau gouvernement, pardon de vous redire des choses que vous savez, mais d'un nouveau gouvernement de combat, dont la feuille de route, c'est aller plus vite, plus loin, plus fort. Non, mais clairement, aller plus vite, plus loin, plus fort. Ça veut dire, hop, on pose le truc sur la table et puis on discute après, quoi. Vous n'allez pas lui reprocher, en effet, d'amener les sujets rapidement, parce que notre pays a besoin de décisions prises rapidement. Mais maintenant, il s'est écoulé entre le moment où il a présenté ce plan et puis mardi prochain, vote de confiance, 10 jours. En gros, 10 jours pendant lesquels la discussion se fait, le dialogue se fait. Vous savez quoi? Moi, je suis confiante. Moi, je pense que nous arriverons à réunir une large majorité autour de ce pacte. Et qu'il ne manquera pas de socialistes, de voix socialistes à l'appel. Je ne suis pas Madame Irma, je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails, mais je vois que compte tenu de la qualité du dialogue qui s'est instauré, de l'écoute aussi, parce qu'il y a une véritable écoute. Ça veut dire que le bras de fer, c'est du bluff?
est-ce qu'il y a un bras de fer? Moi, je ne reproche aucunement aux parlementaires, qu'ils soient d'ailleurs socialistes ou radicaux ou autres, de venir faire leurs propositions et de demander à aménager tel ou tel point. C'est leur travail. Ils se font l'écho de leurs électeurs sur leur circonscription, bien sûr, et ils ont raison de nous faire remonter. Et moi, ce que j'ai entendu, par exemple, hier à Carmaux, je l'ai en tête et je continuerai à le faire remonter. C'est le travail des élus. Maintenant, il y a aussi un esprit de responsabilité que nous devons tous partager. J'entendais le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale le rappeler ce matin, mais il a raison, il y a un esprit de responsabilité. Si nous faisons ces 50 milliards d'euros d'économies, c'est bien pour redresser la France, c'est pour lui permettre de financer le pacte de responsabilité. C'est quoi le pacte de responsabilité? C'est ce qui va permettre aux entreprises de réembaucher. On a compris. 200 000 emplois attendus d'ici 2017 grâce à ce pacte de responsabilité. Moi, ministre de la Jeunesse, je pense aux jeunes qui seront concernés, qui vont encore un mot justement avant qu'on parle de la jeunesse et des sports. Manuel Valls, c'est mieux que Jean-Marc Ayrault? Pas de jugement de valeur à avoir, n'ont pas les mêmes personnalités. Mais est-ce que c'est mieux? On imagine quand même que si on a changé, il vaut mieux que ce soit mieux quand même, non? Si le président de la République a jugé utile de changer, c'était aussi pour répondre à ce qui s'était exprimé lors des élections municipales. Et donc ça marche mieux? En tout cas, il a une façon de faire qui est différente, qui est tout entière tournée vers l'efficacité. C'était pas le cas de Jean-Marc Ayrault? Moi, j'ai apprécié, vraiment beaucoup apprécié travailler avec Jean-Marc Ayrault. Donc, je ne suis pas là pour faire de la comparaison. On espère quand même que les choses vont s'améliorer globalement en politique. Donc, moi, je crois surtout qu'on est en train de travailler. Bien sûr, je comprends que les choses aillent en s'améliorant. Une question efficacité, par exemple, le fait d'avoir un gouvernement resserré. C'est un gouvernement de combat, donc on espère que ça produira des résultats, évidemment. Vos dossiers, ils sont nombreux, on le disait. D'abord, le sport. On vous voit désormais dans les stades. D'abord, est-ce que ça vous est naturel? Alors, en fait, ça m'est beaucoup plus fréquent que ce que vous pouvez imaginer. C'est vrai qu'avant, vous voyez pas. Maintenant, c'est peut-être parce qu'il y a des images, peut-être. Exactement. D'abord, moi, n'oubliez pas que je suis lyonnaise. Donc, quand vous êtes lyonnaise, ne pas vibrer pour l'Olympique lyonnais, c'est presque étrange. Impossible. Donc, bien sûr, j'ai fréquenté beaucoup, alors davantage à Lyon qu'à Paris, mais... Ce matin, Michel Platini, le président de l'UEFA, émet des doutes sur le PSG. Pas du tout sûr que le PSG respecte le fair play financier. Est-ce qu'il faut sanctionner? C'est à l'UEFA d'évaluer les choses. Moi, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, il faut veiller à ce que les masses financières déployées par les différents clubs soient à peu près équitablement réparties. Et c'est pour ça que pourquoi est-ce qu'elles doivent être à peu près équitablement, de niveau à peu près comparable ou équitable? Parce que c'est ce qui garantit qu'il y aura une compétition équitable derrière, qu'il y aura des matchs avec un véritable aléa sportif. C'est ce qui garantit aussi qu'on n'ait pas des clubs qui atteignent un niveau de déséquilibre financier tel que peut-être un jour ils tombent en faillite. On a vu ça dans d'autres pays. Mais vous soutenez quand même Michel Platini dans cette démarche? Je le soutiens totalement. Donc, bien sûr. C'est important. Si jamais c'est pas respecté, qu'il sanctionne, quoi. Michel Platini d'abord a eu franchement beaucoup de courage d'instaurer cette règle du fair play financier. Et puis maintenant, j'allais dire encore plus de courage de passer dans l'opérationnel, dans la mise en œuvre et d'évaluer les dossiers des clubs en effet et d'en tirer des conséquences. Est-ce que la France sera candidate à l'organisation des JO d'été en 2024? Alors, nous sommes en train d'y travailler. En fait, pour avoir vu une grande partie du mouvement sportif, et je vais continuer à le faire, il faut que nous prenions la décision à l'aune du projet qu'on aura su développer ensemble. Si vous voulez, moi, vous savez, la décision n'est pas prise. Non, mais en fait, moi, je suis lyonnaise, je vous le disais tout à l'heure, donc j'ai vécu d'assez près. En plus, j'étais élue à la région Rhône-Alpes à l'époque, la candidature pour Annecy il y a quelques années. Et donc, je me souviens très bien de ce qu'il ne faut pas faire. Et il ne faut pas partir bille en tête sans avoir un projet qui soit coporté par l'ensemble des acteurs du mouvement sportif. Mais est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait les moyens? Est-ce que la France a les moyens aujourd'hui d'être candidate, les moyens financiers? Alors c'est la question qu'on se pose systématiquement. En même temps, il faut avoir à l'esprit que organiser une grande compétition sportive internationale, ça n'est pas que une charge financière, c'est aussi des investissements pour l'avenir. Oui, mais la France aujourd'hui, c'est aussi du rayonnement à l'international, de l'attractivité. Donc pour c'est un investissement de la France, c'est un investissement. Ouais. C'est un investissement. Enfin, est-ce qu'on a les moyens d'investir?
Et puis, par ailleurs, pour le pays tout entier, pour sa cohésion, il y a quelque chose d'absolument magique. Si je vous entends quand même, ce serait bien. Je ne sais pas si on va se porter candidat pour ces JO-là. On est en train d'y travailler. Vous en saurez plus dans quelques mois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reçoit l'Euro 2016 beaucoup plus prochainement. Et moi, j'espère vraiment que cet Euro 2016, ce soit l'occasion de faire souffler sur ce pays un état d'esprit différent. Et à propos du foot, justement, et positif. Hier, les émeutes dans les favelas à Rio, il y a eu un mort. On est à 49 jours de la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes inquiète ? D'abord, on ne peut que déplorer, et j'ai une pensée pour sa famille, ses amis. Maintenant, il y a eu des émeutes, en effet. Il revient aux autorités brésiliennes d'assurer la sécurité. Nous, la France, nous avons confiance dans le Brésil, qui est une démocratie, pour faire en sorte que cette coupe se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et s'agissant, si c'est ça la question derrière, de la sécurité de nos joueurs et de nos équipes, etc. Évidemment, le travail avec l'ambassade, avec les consulats sur place est en cours pour que les choses se passent bien. Vous avez aussi en charge la jeunesse, 700 jeunes Français qui sont partis combattre en Syrie. Hier, le ministre de l'Intérieur a présenté son plan et notamment rétablir l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. C'est un retour en arrière ? Moi, je constate une chose, c'est que le plan de Bernard Cazeneuve met l'accent, et j'y suis très sensible, met l'accent sur le travail avec les familles. Mais sur cette question de l'autorisation de sortie du territoire. C'est lié parce que, pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce qui est prévu plus exactement, c'est que lorsque une famille s'inquiète de voir son enfant se rapprocher de ses positions radicalistes, etc., bref, être visiblement embrigadé, il faut leur donner du coup l'outil. Là, le plan donne l'outil aux familles pour pouvoir appeler les autorités et leur dire « empêchez mon enfant de quitter le territoire ». Vous voyez, donc moi j'aime bien cette façon de procéder parce que ça veut dire qu'on respecte et qu'on regarde, qu'on responsabilise, et en même temps qu'on est enfin à l'écoute des familles qui étaient quand même, je crois, qui se sentaient très seules, quoi. Vous êtes ministre des droits des femmes. La journaliste Élise Carlin sort un livre sur le rapport entre François Hollande et ses femmes. On comprend qu'il y a beaucoup de mensonges, de mise à l'écart, de secrets. Sophie Marceau a traité François Hollande de goujat dans sa façon d'avoir rejeté Valérie Trierweiler. Est-ce que François Hollande est un goujat ? Je laisse à Sophie Marceau la responsabilité de ses propos. J'ai pas de commentaire, moi. Vous n'avez pas de commentaire sur le fait que François Hollande ait effectivement rejeté publiquement ? C'est des choses qui vous ont pas troublé, en tout cas. Non, mais moi, là, je parle pas en tant que femme, je parle en tant que ministre du droit des femmes. Moi, je n'ai aucun goût pour le mélange vie privée, vie publique. Donc, voilà, Mais ça a forcément quand même un impact. C'est-à-dire qu'il est président de la République, c'est des mots qui ont été prononcés. C'est-à-dire que ça a un impact à partir du moment où on commente tout ça, mais comme je ne commenterai pas. Le Point révèle que Ségolène Royal a interdit les décolletés au ministère de l'Environnement. Est-ce que pour travailler maintenant, il faut s'habiller en homme ? Vous me surprenez un petit peu, c'est une non, mais c'est information. C'est effectivement, c'est absolument partout ce matin. Le Point qui révèle plusieurs des nouveaux règlements que Ségolène Royal a mis en place au ministère de l'Environnement, et notamment l'interdiction de décolleter. Est-ce que c'est pas un peu décalé ? Honnêtement, je ne connais pas cette nouvelle réglementation, donc mais si sais pas. Mais je suppose je ne sais pas. Je ne sais même pas dans quelles conditions est-ce que tout cela a pu être rédigé. Mais l'idée d'interdire des décolletés au travail, que ce soit au ministère, dans un ministère ou dans n'importe quel travail, ça vous paraît décalé ? Est-ce qu'il faut simplement adopter les normes des hommes pour travailler dans un monde mixte ? Ça me semble étrange de régir cela par une règle générale et absolue. Voilà. Parce que du coup, je ne sais pas ce qu'on appelle un décolleté. Voilà. Mais c'est ça. C'est comme les petites retraites, on ne sait pas où est le niveau, quoi. Laissez-moi le temps de regarder cela, si vous voulez bien. Merci Najat Vallaud-Belkacem d'avoir été notre invitée ce matin.